Bonjour et bienvenue dans la Semaine de l'écho, spéciale crise agricole en France. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, Yannick Fialip, président de la commission économique de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, et Jean-Christophe Bureau, professeur d'économie à AgroParisTech. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Au sommaire de cette émission, après plusieurs reports, le gouvernement a présenté ce mercredi son projet de loi pour l'agriculture. Plus de souveraineté, moins de normes, moins de sanctions. Le texte vise surtout à simplifier la vie des agriculteurs. De quoi éteindre la révolte paysanne? Faut-il alléger les procédures au détriment de l'environnement? On en débat dans un instant. 2 mois après la crise qui avait mis les agriculteurs sur les routes, comment rendre le métier plus attractif? Dans la décennie à venir, un tiers des agriculteurs sera en âge de partir à la retraite. Formation, transmission d'exploitation, guichet unique pour les jeunes. Les propositions avancées dans le projet de loi sont-elles à la hauteur? Quel modèle agricole pour demain? Enfin, comment mieux assurer les zones les plus exposées et éviter la multiplication de communes, départements, régions non assurées? Alors que les catastrophes naturelles ont coûté 6,5 milliards d'euros aux compagnies d'assurance l'an passé, un rapport remis ce mardi au gouvernement avance plusieurs pistes. Thierry Langrenet, l'un de ses co-auteurs, sera notre invité de la semaine. Au départ, le texte ne devait traiter que de formation et de transmission, mais avec la crise agricole, il s'est étoffé. L'article 1 prévoit notamment de donner à l'agriculture, la pêche et l'aquaculture le statut de secteur d'intérêt général majeur, une notion juridique qui pourrait, selon le ministre de l'Agriculture, autoriser la construction de bâtiments ou de stockage d'eau au motif qu'ils contribuent à la souveraineté alimentaire de la France. Yannick Fialip, ce nouveau statut de l'agriculture pourrait donc s'appliquer à des projets souvent contestés pour des raisons environnementales. C'était l'une des demandes de la FNSEA. Vous diriez que c'est une victoire, vous avez bien été entendu par le gouvernement? Je crois que ce premier article de la LOA va dans le bon sens. Effectivement, ça répond à une demande de la profession agricole de prendre en considération que notre métier a besoin de perspectives et de sécurité juridique par rapport à l'investissement que font certains agriculteurs. Et on peut dire que ce n'est pas globalement une victoire sur l'environnement, c'est un équilibre entre environnement et économie, et notamment pour répondre à la problème de souveraineté alimentaire. On voit bien que dans notre pays, les gens qui veulent investir, ceux qui prennent des risques, sont quelquefois bafoués par une gestion environnementale et un jugement quelquefois au tribunal qui les met en minorité et en difficulté sur leur projet. Et donc, à travers ce projet de loi et de traiter l'agriculture comme intérêt général majeur, c'est le moyen de rendre notre agriculture plus résiliente, plus compétitive et aussi de retrouver un peu de liberté d'entreprendre dans nos exploitations agricoles. Alors certains y voient une manière de donner à l'agriculteur plus de poids en cas de conflit avec la protection d'écosystèmes, qui est seulement considérée comme d'intérêt général par le Code de l'environnement. Jean-Christophe Bureau, vous partagez cette inquiétude? Alors, on ne sait pas très bien quelles vont être les, les retombées concrètes de cette loi. Il faut attendre des décisions de justice qui vont s'appuyer dessus, une jurisprudence. Il y a un arbitrage que fait la société entre protection de la production agricole, protection de l'environnement, protection de la santé des consommateurs dès qu'on va parler chimique. Là, on a un cadre qui est en train de se déplacer vers le côté protection de la production. C'est un peu le thème, au moins du chapeau de cette loi qui dit ça. Jusqu'où va aller le curseur, on ne sait pas très bien, mais il y a en effet un risque que lorsqu'on va avoir des différends entre environnement et production, cette fois-ci, le législateur, ou en tout cas le juge, tranche davantage vers la production agricole. Après, les syndicats agricoles parlent de rééquilibrage. Les environnementalistes parlent justement de déséquilibrage. On ne sait pas très bien où on en est, mais en effet, la question va être là, où trouver ce juste milieu. Alors déséquilibrage, rééquilibrage, Anne-Catherine Husson-Traoré, selon l'avocat de l'environnement Arnaud Gossement, la loi a une valeur juridique inférieure à celle de la Constitution ou du droit de l'Union européenne. Or, la protection de l'environnement est bien inscrite dans la Constitution et de nombreux textes européens s'imposent à la loi française. Finalement, ce nouveau statut de l'agriculture change-t-il vraiment la donne? Ou est-ce
est-ce que c'est une fausse promesse faite aux agriculteurs ? Il est clair qu'il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. D'une part parce que finalement, ce que vient d'être dit est vrai, c'est-à-dire ça veut dire quoi la souveraineté alimentaire quand en fait on a un système de production agricole, que ce soit en France, en Europe plus globalement, où en fait on est sur une production qui n'est pas elle-même souveraine. C'est-à-dire que concrètement, on exporte et on importe énormément. Donc la question, c'est où sont les frontières ? Ensuite, opposer la protection de l'environnement et la production agricole, c'est absurde. Vous l'avez très bien dit, c'est en fait parce qu'il y a des modèles économiques d'endettement. On sait combien coûte aujourd'hui un tracteur, des centaines de milliers d'euros. On sait combien coûte un certain nombre de substances, combien va coûter l'eau très bientôt. Donc le modèle économique d'exploitation agricole intensive, il est insoutenable si effectivement on applique un certain nombre de normes environnementales. Là où on nage dans l'absurdité la plus complète, c'est que on va défendre un modèle insoutenable au nom de sa viabilité économique, alors qu'en fait, on détruit sa viabilité économique. C'est ça qui est absurde. C'est-à-dire que, globalement, dire qu'il faut surtout pas protéger les écosystèmes parce que c'est mauvais pour la production agricole, c'est une absurdité certaine. C'est-à-dire ça s'appelle scier la branche sur laquelle on est assis et... concrètement, regardez l'état des plaines du Midwest américain, le blé n'y pousse plus vraiment. Donc on est vraiment sur des logiques où tant qu'on sera sur soit on protège l'environnement et on est à la limite de l'écoterrorisme, soit on est un agriculteur qui, lui, défend l'environnement, ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est vrai que ce qui est dommage dans cette loi, c'est qu'elle crée une nouvelle ambiguïté juridique dont on n'a pas la moindre idée. Il faudrait voir les décrets d'application déjà, quand elle sera adoptée, de ce que ça veut dire juridiquement et comment un juge peut s'appuyer là-dessus en sachant que de toute façon, protéger l'environnement, c'est d'un point de vue stricto sensu juridique et de bon sens, la plupart du temps, protéger les capacités de production agricole d'un sol, puisque sur un sol mort, on ne produit rien. Donc c'est ça le vrai sujet. En fait. Avant de faire peut-être réagir Yannick Fialip, l'autre mot d'ordre du projet de loi, c'est la simplification. Le texte prévoit notamment d'accélérer le processus d'autorisation de stockage d'eau et de construction de bâtiments d'élevage. Autrement dit, réduire les délais de recours juridiques. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Agriculture. L'idée, ce n'est pas qu'il n'y ait pas des procédures, mais qu'on n'ait pas des procédures qui fassent 3, 5, 7, 9 ans. Autant dire qu'ils fassent en sorte que les procédures viennent regarder la réalité du projet, son impact environnemental, mais ne viennent pas décourager les projets. Or, c'est ce qui se passe concrètement dans un certain nombre de territoires, et donc on va accélérer les procédures. Yannick Fialip, ces mesures de simplification, est-ce que c'est un cadeau fait aux agriculteurs qui construisent ces méga bassines, ces immenses retenues d'eau pour l'irrigation ou des installations d'élevage intensif ? Je crois qu'il faut être prudent dans les termes que vous employez parce qu'il n'y a pas de méga bassine, il n'y a pas d'agriculture intensive. Je crois que l'agriculture française a été reconnue mondialement pour une agriculture la plus durable au monde. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est en compétition. Alors ça réagit, hein, Plateau. Hein. Quel est l'organisme qui certifie ce titre ? Vous le regarderez, il y a suffisamment de revues scientifiques qui l'ont fait. Et, excusez-moi, c'est pas simple en visio de se couper, mais voilà, vous le regarderez. Et ce qui est vrai quand on le regarde sur un certain nombre de critères. D'ailleurs, si on a un si beau pays qui est si bien visité, c'est que certainement que les agriculteurs ont dû faire les choses dans le bon ordre en France. Premier point. Deuxième point, c'est de dire aujourd'hui, nos agriculteurs, ils veulent retrouver un peu de liberté d'entreprendre. C'est un peu le combat des risques tout contre les risques rien. Il ne faudrait pas que notre pays devienne tellement protectionniste qu'il ne risque plus rien et qu'il importe une partie de son alimentation parce qu'il ne les produit plus. Et c'est là qu'on dit quand même qu'il y a quelque chose à revoir. Je crois que l'accord de Paris qui a été signé sur le climat est un bon accord, sauf qu'il a un biais. Il ne prend en considération seulement les émissions de gaz à effet de serre pour produire de l'alimentation ou d'autres biens. Il ne prend pas l'empreinte carbone. Et on voit qu'aujourd'hui, on est en compétition, nous, agriculteurs, face à l'importation de produits alimentaires qui viennent d'autres pays qui ne respectent pas du tout la même norme que nous et dont l'empreinte carbone n'est pas prise en considération quand ils arrivent en France. Et on se retrouve, nous, en compétition avec ces produits-là. Et je pourrais vous faire globalement la liste des produits où on n'est plus autosuffisant. On importe un agneau sur 2 qui est consommé en France, un fruit sur 2, un légume sur 2, un poulet sur 2, un tiers de la viande bovine, et qu'à chaque fois qu'on produit un peu moins, c'est de l'importation en plus. Et donc la question qui est posée, c'est qu'effectivement, notre agriculture doit faire des efforts sur l'environnement. Elle en a déjà fait. Mais aujourd'hui, le cri d'alarme qu'ont lancé les agriculteurs, c'est un cri d'alarme qui a été rejoint aussi par tous ceux qui veulent entreprendre en France en disant « laissez-nous un peu entreprendre ». Faites-nous confiance et prenons peut-être cette phase de développement plutôt que des contraintes réglementaires qui n'ont pas de sens et qui mettent en difficulté nos exploitants.
sur leur liberté d'entreprendre sur leur exploitation. Jean-Christophe Bureau, face à ce cri d'alarme des agriculteurs, y avait-il urgence à réduire les délais de recours juridiques sur des projets fortement discutés, contestés ? Alors, sur le plan vraiment bureaucratie, je crois que la France, il y avait urgence à faire quelque chose, mais c'est pas du tout spécifique à l'agriculture, hein. Vous savez, moi je ne cesse que de voir des gens qui ont renoncé à demander ma prime rénov parce que c'est un enfer bureaucratique, ça prend du temps, on ne comprend Peut-être rien. expliquer ce qu'est ma prime rénov. Ma prime rénov, c'est pour la rénovation des bâtiments. Et nous, dans la recherche, là, moi je suis dans les dossiers d'évaluation pour la réaccréditation de master, mais c'est un enfer bureaucratique et pour des procédures très longues qui ne servent à rien, hein, quand même. Donc c'est un peu général. Là-dessus, je crois qu'il y a un problème puisque toutes les procédures prennent plusieurs années. Il y a un entrepreneur qui me disait, lui, il fait des produits pour l'agriculture bio, de lutte biologique, des engrais bio. Il va accréditer ses produits en Autriche parce que ça prend 5 mois, ça prend 3 ans en France, si vous voulez. Il profite du marché commun. C'est pour vous dire que c'est un problème général de bureaucratie en France, de délai. Mais ceci dit, sur le fait de simplifier les procédures, oui, tout à fait, de sécuriser sur un plan juridique l'agriculture, là, on a quand même l'impression qu'il y a quand même le fait quand même de faire sauter un certain nombre de normes environnementales aussi, ce qui est quand même plus embêtant puisque ces normes environnementales, si on les a mis au départ, alors peut-être qu'on les a mis d'une façon beaucoup trop bureaucratique, mais il y avait des raisons. Je prends par exemple, il y a des coûts indirects que subissent la société parce qu'il y a eu des agrandissements des parcelles et moins de haies, moins de mosaïques paysagères avec la mécanisation, ce qui crée par exemple les inondations, hein, alors qu'on sait très bien que l'agriculture peut avoir un rôle majeur dans la prévention de ces inondations avec des prairies permanentes et des haies. Il y a aussi quand même le coût de la dépollution des engrais azotés dans l'eau du robinet, des pesticides dans l'eau du robinet. Donc quand on va faire sauter une norme pour les agriculteurs, on a quand même un risque que quelqu'un d'autre dans la société paye les coûts qu'on va éviter aux agriculteurs. Précisément, l'article 14 du texte prévoit notamment de diminuer les réglementations visant à préserver les haies dans les exploitations agricoles. Yannick Fialip, concrètement, en quoi ces réglementations empoisonnent-elles votre quotidien et surtout comment, on vient de le dire, les haies, elles ont un rôle majeur, ne serait-ce que pour améliorer vos rendements. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a des programmes pour replanter des haies en France et soutenus par les agriculteurs. Je suis président d'une chambre d'agriculture et on soutient le replanter des haies. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez 14 directives qui vont globalement encadrer la haie. Et les agriculteurs qui n'ont pas de haies nous disent, mais attention, moi, si juridiquement je prends des risques à replanter une haie, je ne le fais pas. C'est là qu'il faut trouver un peu de juste équilibre. L'idée n'est pas que les agriculteurs vont détruire la haie, mais pourquoi on considère que l'agriculteur n'a pas le droit de couper quelques branches de la haie après le 15 mars et qu'il n'a le droit que de le faire à partir du 15 août? C'est un vrai problème. Pourquoi un agriculteur ne peut pas déplacer sa haie? Voilà, on est venu sur un carcan administratif qui sclérose ceux qui ont des haies et donc ceux qui n'en ont pas disent on ne veut pas replanter. Et c'est là qu'il faut qu'on retrouve un peu de liberté parce que les agriculteurs comprendront l'intérêt d'une haie. Moi-même, agriculteur, j'ai replanté de la haie parce que globalement, par rapport au vent, je suis sur un plateau assez venté et la haie protège mes cultures quand il fait très chaud et que ça évite de faire le sèche-cheveux sur une partie de mes cultures. Et donc, c'est tout ce sujet-là qui est posé. Espérons qu'à travers la LOA, on arrive à avoir une clarification avec une seule directive qui concerne la gestion de la haie en France, pas besoin d'avoir 14 mesures. Et deuxième chose, sur ce qu'on propose, et j'espère que la LOA va nous aider, qu'on soit plutôt sur des mesures administratives plutôt que judiciaires. Rendez-vous compte d'un agriculteur qui se retrouve au tribunal parce qu'il a coupé 10 mètres d'une haie trop et qui va avoir une peine judiciaire, c'est insupportable. Précisément, voilà. Le gouvernement prévoit de réduire les peines encourues en cas d'atteinte à l'environnement par les exploitants agricoles et il veut, vous l'avez dit, notamment transformer les sanctions pénales en sanctions administratives. J'imagine que là aussi, vous applaudissez. Alors, applaudissez, non, on retrouve un peu de logique. On préfère, et d'ailleurs c'est comme cela qu'on le fait dans certains départements, on accompagne plutôt les agriculteurs à des positions vertueuses et à des mesures vertueuses, plutôt que de les envoyer au tribunal. Vous savez, un agriculteur qui va au tribunal, qui se retrouve dans des petits tribunaux de province à siéger entre celui qui a tué son voisin ou qui a fait du mal à ses enfants, il ne comprend pas ce qu'il a à faire dans ce tribunal. Parce que lui, il n'a rien fait de mal. Il a juste, globalement, fait son métier. Et c'est de lui faire un peu confiance. Effectivement, c'est ce qu'on demande.
Et il faut qu'on retrouve sur ce point-là aussi un peu de confiance auprès des agriculteurs et de liberté d'entreprendre pour nos agriculteurs. Anne-Catherine Husson-Traoré, sur ce sujet des haies où l'interdiction de leur destruction est inscrite dans la dérogation, mais la dérogation existe, elle est subordonnée à des mesures de compensation, de restauration écologique. Ne pas être dans une logique punitive mais de réparation, vous pensez que... qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que très clairement, et on voit bien à quel point le débat s'instaure de façon complètement biaisée. Très honnêtement, je voudrais que vous me trouviez un seul agriculteur qui est traîné dans la boue entre deux assassins parce qu'il a coupé sa haie à je ne sais pas quel moment. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Ce qui est clair, c'est quand il y a des procès environnementaux, on parle d'atteintes environnementales qui sont très graves. Donc, il y a deux choses. Un, l'accord de Paris n'est pas un accord qui ne prend pas en compte l'empreinte carbone du transport et de l'exportation d'agriculture. L'accord de Paris, fixe. Le changement climatique n'est pas un enjeu de souveraineté. Le changement climatique est un enjeu global et chaque émission de CO2 s'ajoute à tout l'ensemble. Donc, ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est que tant que les agriculteurs, et vous avez très bien expliqué cette position, seront dans l'idée qu'il faut raisonner à l'échelle du territoire et que donc la souveraineté alimentaire qui va avec la lutte contre le changement climatique, elle consiste évidemment à réduire ces émissions, mais surtout à réduire les émissions importées. Donc il y a tout un sujet qui n'est absolument pas abordé par la loi et qui est quand même le vrai sujet. Quel modèle agricole ? Pour quel type de consommation ? Est-ce que ça répond aux besoins ? Je prends juste un exemple que je connais bien, c'est le chou-fleur. Aujourd'hui, on produit des masses de chou-fleur en Bretagne de façon intensive. Il n'y a pas de demande, ou très peu, ou en tout cas beaucoup plus que la demande dans les pays français. Donc si on veut parler de souveraineté alimentaire, on regarde le coût global. On regarde effectivement quel est le modèle, est-ce que c'est agroécologique, est-ce que ça peut effectivement résister. Concrètement, si on raisonne en coût global, vous savez comme moi que les cancers des femmes de moins de 40 ans, en gros de moins de 50 ans, ont augmenté de 80% en 30 ans. Les causes ne sont ni à chercher du côté de la cigarette, ni à chercher du côté de leur alimentation, mais effectivement à un certain nombre d'intoxications diverses et variées. Donc quand on raisonne à l'échelle d'un État en coût global, c'est pareil pour les méga-bassines. C'est quoi le problème des méga-bassines ? On arrive dans des périodes d'arbitrage autour de l'eau. L'arbitrage autour de l'eau, ça veut dire que personne ne pourra être servi à la même hauteur. On sait qu'on a besoin d'eau en tant qu'humain pour survivre. On sait quels sont les besoins agricoles. Et il est vrai que la première demande en eau, elle est celle de refroidissement des centrales électriques. Donc aujourd'hui, et l'arbitrage, il doit être fait par des gouvernements. Et ce n'est pas une question de normes, c'est une question de préparer, et ça fait partie du plan d'adaptation que doit faire le gouvernement français. Et donc cette loi, de ce point de vue-là, elle compte comme un message ambigu et confus auquel on ne comprend pas grand-chose, qui est effectivement de se dire... On peut tout à fait l'interpréter, vous l'avez très bien dit, comme un élément juridique qui permet de se dire que finalement on peut faire des méga-bassines et des élevages intensifs. Mais en fait, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est quel modèle on propose à des jeunes agriculteurs qui soient résilients et qui soient adaptés aux nouvelles conditions climatiques qu'on a déjà et qui vont s'aggraver. Et donc, dire qu'on a la liberté d'entreprendre, les démarches volontaires, elles existent depuis 20 ans et ça donne le résultat que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, il est Yannick Philippe, je vous laisse réagir. J'invite madame à venir plus souvent dans nos campagnes. Mais je suis régulièrement dans les campagnes. Je ne suis pas une bobo parisienne qui n'a jamais vu un arbre. Non, je pense que vous ne connaissez pas notre agriculture parce que, si. vraiment, en tant que président je suis originaire du Lot. Non, mais écoutez-moi. Vous dites qu'il y a un modèle agricole. Il n'y a pas de modèle agricole. Moi, je suis président d'une chambre d'agriculture. Il y a plusieurs modèles agricoles dans mon département. Et au plan national, quand je suis à la FNSEA, il y a plusieurs modèles agricoles qui se conjuguent avec des gens qui essayent de faire le mieux possible avec leur patrimoine, leur savoir-faire, considérer que les agriculteurs ont des compétences et arrêter un peu ce jugement en disant que vous êtes les sachants et que les agriculteurs ne seraient que les exécutants. Non, je dis juste qu'il y a un modèle d'agriculture intensive. C'est tout ce que je dis. Vous n'allez pas me dire le contraire quand même. Avant d'en finir sur cette partie, j'aimerais simplement vous dire, depuis 2 mois, la FNSEA, le syndicat que vous représentez, est parvenu à imposer de nombreuses revendications. Plus de 400 millions d'euros d'aide d'urgence, la reconduction de certaines subventions comme celle au carburant pour les tracteurs, 62 puis 67 engagements du gouvernement pour l'agriculture. On a vu que les mesures environnementales de la nouvelle politique agricole commune au niveau européen ont été détricotées. Yannick Philippe, la mobilisation, elle se poursuit localement. Combien de temps allez-vous maintenir le rapport de force avec l'exécutif ? Que voulez-vous ? Que pouvez-vous obtenir de plus ? D'ailleurs, tout d'abord, rappeler que les agriculteurs ils se sont mobilisés, c'est qu'il y a un problème. C'est pas par plaisir qu'ils sont allés sur les routes, c'est qu'ils avaient vraiment un problème. Et il y a plus de 30 ans qu'on n'avait pas vu une certaine mobilisation en France, mais aussi en Europe. On n'est pas les seuls pays, tous les pays sont montés au créneau, et c'est pour ça que l'Europe
a revu un certain nombre de dispositifs, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, de façon à redonner un peu de sens agricole et paysan, je dirais, à un certain nombre de mesures. Nous, globalement, aujourd'hui, le mot d'ordre de la FNSEA, avec les annonces, c'est quand et comment. Alors, quand ça va se mettre en œuvre, donc la loi d'orientation en fait partie, mais comment, ce sont les articles qui vont être appliqués. Et c'est valable à la fois au niveau européen, mais à la fois au niveau français, mais aussi au niveau local, parce qu'il y a du travail qui se fait dans les préfectures pour qu'on mette en œuvre un certain nombre d'arrêtés qui simplifient un peu la vie des agriculteurs et qui leur donnent des perspectives. Et notamment aux jeunes qui choisissent ce métier, je dirais que le métier d'agriculteur, dans l'ADN, c'est un métier d'entrepreneur. Et vous ne pouvez pas demander à un agriculteur en permanence de remplir des demandes de formulaires administratifs, de globalement passer plus de temps au bureau que sur son élevage ou dans ses champs. Et c'est là qu'on a un vrai sujet. Je prendrai un exemple. Quand on va voir un agriculteur et qu'on lui dit « Monsieur, vous n'avez pas semé la bonne récolte sur ce bon champ », l'agriculteur, sur cet îlot, il ne comprend pas parce que ce champ, souvent, il l'appelle le champ des Pérailles. Et il sait très bien que le champ des Pérailles, c'est une terre moins fertile, qui est plus sablonneuse, et donc qui supporte moins une culture de printemps, peut-être plus une culture d'hiver. Et ce savoir-faire des agriculteurs est remis en cause aujourd'hui par un certain nombre de mesures qui n'ont pas de sens. Et donc, c'est là qu'on a un vrai sujet et qu'il faut qu'on retrouve un peu de lisibilité pour nos agriculteurs et qu'on leur donne des perspectives pour que notamment des jeunes choisissent ce métier, parce que c'est l'enjeu essentiel. On a 350 000 agriculteurs en France et que demain, si on ne renouvelle pas assez, on n'aura pas assez d'agriculteurs pour nourrir la population française et garder une agriculture qui, notamment, joue aussi sur la balance commerciale française. Précisément, on va en parler de ce renouvellement des générations. Un tiers des agriculteurs devraient atteindre l'âge de la retraite dans les prochaines années. Alors, comment aider et inciter les jeunes à reprendre les fermes ? Le reportage de nos confrères de France 2. Après les espaces France Travail pour les demandeurs d'emploi, les maisons France Service pour les démarches administratives, voici les guichets France Service Agriculture, projet du gouvernement pour faciliter l'installation des jeunes. Alors, idée utile ou pas ? En Eure-et-Loire, Jules Gauthier, 28 ans, vient de reprendre l'exploitation de son père. Sur le papier, ça paraissait simple, ce fut en réalité très compliqué. On en parlait 3-4 fois par semaine, tous les soirs, pendant 1 heure ou 2, de savoir où est-ce qu'on en est qu'on ne bougerait pas une ligne ici, est-ce qu'on ne ferait pas différemment. Pour Jules Gauthier donc, 2 ans de casse-tête administratif, des dizaines de structures, des centaines de pages de documents, de formulaires. À chaque fois, on renvoie toujours les mêmes documents. Et puis des fois, ils perdent les documents, donc il faut renvoyer, personne ne nous répond, il faut appeler, réussir à avoir un interlocuteur. Des fois, ça prend 2 mois avant de savoir ce qui se passe, de pourquoi ça bloque. Un constat partagé par le gouvernement, qui veut donc créer une nouvelle structure adossée aux chambres d'agriculture existantes. En clair, un guichet unique pour les jeunes agriculteurs. L'établissement devra aussi réaliser un diagnostic des fermes à vendre. Une bonne mesure pour la FNSEA, mais le syndicat agricole veut aller plus loin. Il réclame des aides financières supplémentaires. Le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est pas juste produire, c'est aussi trouver un revenu sur nos exploitations. Et tant qu'on n'accompagnera pas nos jeunes vers une vraie durabilité du revenu, malheureusement on aura du mal de les retrouver et de les convaincre à l'installation. Les guichets France Service Agriculture devraient voir le jour en 2025, un par département, selon le gouvernement. Yannick Fialip, un guichet unique pour faciliter l'installation et la transmission des exploitations, réaliser un diagnostic des fermes à vendre, est-ce une bonne idée ? Et comment rendre ce métier plus attractif ? Oui, c'est une bonne idée, notamment pour répondre au débat qu'on vient d'avoir sur le climat. Je crois qu'il y a un diagnostic climat que l'on fait déjà dans certaines chambres d'agriculture et qui vont être généralisés dans ce projet de loi d'orientation agricole. C'est une bonne chose parce que quand on reprend une exploitation, il faut savoir si elle est résiliente par rapport au changement climatique et comment on va s'adapter, nous, sur nos exploitations. Donc ça va dans le bon sens. Nous, ce qu'on aurait souhaité aller un peu plus loin et qu'on va proposer dans les amendements, c'est qu'on ait peut-être un bonus supplémentaire pour un cédant, un agriculteur qui souhaite céder son exploitation et qui fait l'effort de trouver un jeune agriculteur pour reprendre. Alors, soit c'est dans le cas de familial comme on vient de voir, mais on sait que ça ne suffira pas. Aujourd'hui, malheureusement, guère plus d'un tiers des fils et des filles d'agriculteurs vont reprendre la ferme de leurs parents. Donc, ça veut dire que si on veut installer le 1 pour 1, il faudra trouver des gens à l'extérieur. Et donc, ça veut dire que c'est un vrai effort des cédants de trouver un jeune non issu du milieu agricole, non issu du cadre familial. Et donc, on aurait souhaité un bonus transmission qui permette à ces cédants d'avoir un petit plus. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et puis, enfin, comme ça a été dit, le métier d'agriculteur est un métier, certes, de passion, de production, mais il doit s'accompagner, bien sûr, de revenus.
Et là, on a tout un travail. Alors, est-ce que ça sera dans la loi d'orientation ou sur un autre article lié à Egalim? On va y venir. On va y venir précisément. Tout d'abord, j'aimerais faire réagir Jean-Christophe Bureau. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour lutter contre la crise des vocations ? Alors, si c'est une simplification administrative, ça peut encore une fois ne pas faire de mal du tout, hein. Alors, ceci dit, on a vu tout un tas de mesures administratives en France, comme le guichet unique pour créer une entreprise, où en fait, après, on vous renvoie sur 12 guichets. Donc, ce n'est pas non plus forcément à la hauteur des espérances. Là, on va voir, il n'y a pas de procès a priori. Donc ça, c'est sans doute une bonne chose. Après, le renouvellement des générations, si vous voulez, moi, je ne crois pas qu'il y ait une tant de crise de vocation que ça. On voit que c'est le cas dans certaines régions où il y a des problèmes de reprise, surtout les régions d'élevage un peu difficiles parce qu'il y a des faibles revenus, il y a une baisse de la consommation de viande bovine, mais je crois qu'il y a vraiment des obstacles assez économiques à reprendre une exploitation. On voit beaucoup de jeunes en lycée agricole qui auraient envie de s'installer, mais il y a quand même des capitaux énormes à avoir si on n'est pas héritier d'un agriculteur, et encore, on a des soultes à payer à ses co-héritiers pour la terre, pour le capital, etc. Et ça, je crois qu'on inverse un petit peu la cause et la conséquence avec l'histoire de il faut trouver des gens pour reprendre. À mon avis, la baisse du nombre d'exploitations, elle s'explique moins par une baisse des vocations que par un agrandissement des exploitations. On voit que la taille moyenne augmente beaucoup, et ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui reprennent, c'est parce que, grosso modo, il y a une incitation économique à s'agrandir. Et une partie de cette incitation, c'est la forme actuelle des aides PAC. La forme actuelle des aides PAC, elles sont surtout, donc politique des aides européennes, pardon. Elles sont surtout données par hectare. Donc, si vous avez 20 hectares, vous ne recevez pas grand-chose comme aide. Si vous avez 200-300 hectares, vous recevez quand même des montants très significatifs. Donc ça incite déjà à s'agrandir. Et en plus, l'effet que moi je trouve un peu pervers, c'est que plus on est gros, plus on a ces aides et plus on peut racheter les voisins. Donc là, on a toute une dynamique qui est entretenue par la PAC. Et à côté de ça, on va dire les nombres d'exploitations baissent parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Je ne crois pas que ce soit l'explication. L'explication me paraît beaucoup plus être dans cette dynamique économique qu'encourage la forme des aides actuelles. Anne-Catherine Husson-Traoré, je vous voyais... Deux petites choses peut-être très importantes. L'éléphant dans la pièce, c'est le taux d'endettement des agriculteurs. C'est-à-dire que quand, effectivement, aujourd'hui, non seulement les revenus sont trop faibles quand on a des petites structures, mais le taux d'endettement est disproportionné complètement. On est vraiment sur des taux d'endettement à 150-200% de revenus. Donc ça, effectivement, reprendre pour un certain nombre de cas. Donc c'est vrai que la façon, et vous avez tout à fait raison, qui a été trouvée de se dire plus on grossit, plus on fait face à des endettements qui sont colossaux, ça, c'est pas faux. Mais il faut le faire, effectivement, du coup, avec des modèles d'agriculture intensive et qui sont des modèles pour les banquiers calculés sur la façon dont l'exploitation était précédemment. C'est pas du tout un hasard si dans le Tarn, la cible des mouvements agricoles, ce sont les banques. Donc on a aujourd'hui un vrai problème autour de ça. Et la deuxième chose qui est aussi très très importante, c'est que ce que proposent par exemple les agriculteurs bio, c'est de lier les aides de la PAC au nombre d'emplois créés. Aujourd'hui, vous pouvez très bien créer une unité de production d'œufs en batterie en Bretagne avec un seul emploi parce que tout est automatisé. Et donc là-dessus, il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on est bien sur une logique de penser globalement le modèle d'agriculture, ce qui est toujours dans le programme Farm to Fork, qui est vraiment de se dire à quoi sert l'agriculture. Est-ce qu'on est effectivement dans des logiques de souveraineté? Est-ce que ça crée de l'emploi? Et tous les modèles plus bio, plus respectueux de l'environnement, créent plus d'emplois parce qu'il y a moins de mécanisation. Et il y a aussi des tailles beaucoup plus humaines. Mais aujourd'hui, on a une crise majeure non seulement de l'agriculture, mais aussi de l'agriculture bio. Donc la question vraiment qu'il faut se poser, c'est quel est le modèle qu'on veut avant de parler de souveraineté. Je vous la pose à vous, Yannick Fialip. Faut-il réorienter les aides européennes en faveur de modèles qui préservent davantage et qui créent des emplois ? Je crois qu'aujourd'hui, on peut débattre d'un certain nombre de points, mais moi, je rencontre des agriculteurs tous les jours. Et l'emploi est un sujet, mais c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. De candidats, vous voulez dire ? De candidats, alors déjà, de candidats à l'installation, c'est pour ça que j'étais un peu surpris par ce que j'ai entendu en disant qu'il y a des jeunes en formation, mais on n'en trouve pas assez qui veulent s'installer. Parce qu'effectivement, la prise de risque est importante, et c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les risques tout et les risques rien.
Deuxième chose, ceux qui veulent employer des salariés, parce que globalement, on a aussi des tailles d'exploitation avec des chefs d'entreprise qui veulent avoir des salariés. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas de salariés agricoles. Quand vous voulez faire même remplacer dans l'élevage, aujourd'hui, c'est le principal problème qu'on a dans l'élevage, c'est l'emploi, notamment pour se faire remplacer, pour rendre le métier un peu plus vivable. Trouver des week-ends, trouver des vacances et trouver quelqu'un qui va vous remplacer, ça devient très compliqué. Et quand on sait non plus aussi que les salaires dans le milieu agricole ne sont pas les plus élevés, on est en compétition avec d'autres secteurs d'activité. Dans le milieu rural, il y a plutôt des taux de chômage plus bas et donc c'est une difficulté. Donc voilà, ça, faut quand même considérer que c'est ça la première clé d'entrée. Et précisément, vous venez de l'aborder, la question du revenu qui ne figure pas dans le projet de loi du gouvernement. Ce jeudi, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur d'un prix plancher. Est-ce que c'est la solution et qu'est-ce que vous demandez pour améliorer ces revenus des agriculteurs ? Alors je crois qu'il y a plusieurs débats qui sont ouverts. La crise agricole a fait valoir qu'il fallait ouvrir un certain nombre de dossiers. Donc celui de la rémunération est ouvert. Il y a un rapport parlementaire sur la loi Egalim qui permettait de mieux sécuriser la matière première agricole. Donc on espère beaucoup sur cette loi qui soit modifiée pour obliger que tout industriel qui veut négocier avec la grande distribution et d'abord négocier avec ses producteurs un prix et notamment à partir des coûts de revient. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on peut trouver un terrain d'entente avec les prix planchers. Bon, après, le président de la République, pendant le salon, a sorti cette formule de prix plancher européen. Bon, on a été un peu surpris parce que c'est pas tout à fait dans sa logique qu'on avait entendu en 2017, qui était plutôt libérale et d'ouverture des marchés. Mais bon, on en prendra en considération. Une partie de l'Assemblée a proposé cette évolution-là cette nuit, donc ça a été voté par 86 voix contre 66. Bon, ben on verra si en plus ça suit après au Sénat et si en commission mixte paritaire ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Nous, c'est plutôt de dire les coûts de production. C'est un vrai juge de paix. On prend en considération les coûts de production des producteurs, on les met dans des contrats et ça permet d'indexer le prix payé aux producteurs. Je crois que c'est là qu'on a la vraie formule qui permet de sécuriser le revenu des agriculteurs. Allez, on en vient à notre troisième partie. Comment assurer les zones les plus sensibles ? En 2023, les assurances ont dépensé 6,5 milliards d'euros pour rembourser en partie les dégâts liés aux catastrophes climatiques, contre 3,5 milliards dans les années 2010. Face à la multiplication des sinistres, elles augmentent en revanche leurs tarifs, plus 6% en moyenne cette année par rapport à 2023. Les précisions de nos confrères de France 2. Les inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les tempêtes Kiran et Domingos. Le séisme qui a secoué l'ouest de la France en juin. Les événements naturels extrêmes ont été fréquents et intenses l'an dernier, se chiffrant à 6,5 milliards d'euros pour les assureurs. 2023 est pour eux la troisième année la plus coûteuse. L'aggravation des risques climatiques va-t-elle alors se répercuter sur le montant des cotisations de nos assurances ? Dans le Pas-de-Calais, la maison de Dominique Mailleux a été inondée 3 fois en l'espace de 2 mois. Ici, l'eau est montée à presque 1 mètre. Vous voyez, il n'y a plus rien. On avait une belle table là, on avait fait une colonne de four, puis il n'y a plus rien du tout. L'évier qui était tout neuf, il n'y a plus rien. Mais l'horizon s'est un peu éclairci. L'assurance lui a annoncé le montant qu'elle prendrait en charge pour les travaux. Une partie de la somme lui a déjà été versée. Au total, j'arrive à 150 000 euros. C'est pour le bâtiment, les démolitions, le contenu, monsieur le conservatoire, le relogement. Face à la multiplication des sinistres, les assurances augmentent régulièrement leurs tarifs, plus 6% en moyenne cette année par rapport à 2023. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La hausse pourrait au mieux ralentir, selon les assureurs, si les événements climatiques étaient mieux anticipés. Plus on prend de mesures de prévention, plus cette prévention est efficace, et bien plus on pourra maîtriser l'augmentation des sinistres, des dommages, et du coup, il y aura moins d'impact sur les tarifs. Un argument qui ne convainc pas les associations de consommateurs. Selon elles, l'augmentation des tarifs sert aussi à couvrir les coûts de fonctionnement des assurances. Ce ne sont pas des entreprises de bienfaisance, donc elles remboursent les sinistres, mais elles ont aussi besoin de prendre de l'argent pour fonctionner. Et donc, c'est vrai que quand vous regardez le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'activité de l'assurance, tout ne part pas en remboursement. Il y a une partie qui va partir en frais de gestion. Selon une étude, les frais des assureurs en lien avec les sinistres climatiques pourraient doubler d'ici 10 ans. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Langrenet, ancien assureur, aujourd'hui président des Ateliers du Futur, une ONG qui réfléchit aux questions de transition énergétique et co-auteur du rapport « Adapter le système assurantiel français face à l'évolution des risques climatiques ». Bonjour à vous.
Bonjour. Avant d'en venir à votre rapport, la hausse des prix s'explique par la multiplication des catastrophes naturelles. Les assureurs en profitent-ils également pour gonfler leurs coûts de fonctionnement, comme le dénoncent les associations d'utilisateurs, de consommateurs? Écoutez, sincèrement, je ne pense pas, parce que nous sommes probablement le pays d'Europe où la concurrence est la plus forte entre tous les assureurs, notamment parce que nous cumulons plusieurs modèles, les assureurs traditionnels, les mutuelles et les banques assureurs. Et ces différentes générations ont fait peser une pression extraordinaire sur les coûts, moins d'un tiers aujourd'hui. Les frais des assureurs en lien avec les événements climatiques pourraient doubler d'ici 10 ans. Ces chiffres vous semblent-ils réalistes? En fait, le coût des sinistres va probablement doubler d'ici 10 ans parce qu'on est confronté à une quadruple inflation qui crée à peu près un rythme de plus 7% par an. Les frais de gestion des sinistres suivent à la fois en volume et en coût en partie cette inflation. Ça n'est pas exclu. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, a récemment cité 8 assureurs n'ayant toujours pas indemnisé les victimes des inondations dans sa région. Certaines communes peinent à s'assurer contre les aléas climatiques et doivent trouver des solutions souvent plus coûteuses. Comment éviter le développement de ces déserts assurantionnels? Comment inciter, forcer même les assureurs à prendre ce risque? Eh bien, c'est tout l'objet du rapport qui nous a été commandé l'année dernière et qui a mérité 6 mois de travail, que nous avons rendu officiellement cette semaine. En fait, il y a un ensemble de causes et donc un ensemble de solutions. La première grande cause, c'est que malheureusement, le régime exceptionnel que nous avons d'indemnisation des catastrophes naturelles est aujourd'hui en déséquilibre. Et ce déséquilibre n'est pas gérable simplement par les assureurs, parce que la prime, à peu près stable, est entre les mains de l'État, alors que les sinistres qu'ils subissent et qu'ils remboursent sont en augmentation croissante, comme ne cessent de le montrer vos actualités. Et donc il y a eu un effet de ciseau, et cet effet de ciseau crée un déséquilibre qui amène certains assureurs à prendre des réactions d'autodéfense. Et l'autodéfense, c'est éviter les risques les plus lourds, les plus déficitaires, lorsqu'on ne peut pas agir sur les prix. C'est le cas, effectivement. Ça veut dire radier des communes ou radier des assurés? Ça veut dire, pour les secteurs les plus exposés, réduire son exposition. Et effectivement, pour des communes pour lesquelles il y a, semble-t-il, un niveau de concurrence exceptionnel, se retirer le temps que le marché se rétablisse. Alors on sait que le droit des assurances est très complexe, ce qui donne aux compagnies de larges marges de manœuvre. Comment éviter les mauvaises pratiques des assureurs et comment inciter les bonnes? Alors, le droit des assurances est de plus en plus orienté vers le client, et notamment les facultés de résiliation n'ont jamais été aussi souples et aussi larges qu'aujourd'hui. Orienter les assureurs vers la solidarité, ça signifie d'abord rétablir un équilibre économique qui est indispensable à tout le monde. Ça fait 8 ans que les assureurs vendent à perte sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ça ne peut plus tenir. Il faut rétablir l'équilibre. C'est la première série de mesures que nous avons proposées dans ce cadre. La deuxième série de mesures concerne effectivement un suivi de l'activité. Ça veut dire plus de transparence? Ça veut dire effectivement plus d'objectivation de la présence. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Plus de mesures, plus de transparence sur la présence des assureurs sur les différents territoires, du plus exposé au moins exposé. Là où les assurances vont, là où elles ne vont pas. Il y a des territoires qui sont notoirement difficiles en termes d'équilibre pour le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. C'est le cas par exemple des DOM, des départements d'outre-mer. C'est le cas de certaines régions qui sont très fréquemment exposées aux inondations, au retrait-gonflement des argiles. Ces régions sont très exposées, mais en même temps les assureurs peuvent fonctionner aussi sur des zones qui sont beaucoup plus préservées. Et donc, la règle du jeu, si je puis dire, c'est qu'il y ait un équilibre et donc une présence homogène sur l'ensemble de ces territoires. C'est l'objectif de l'Observatoire qui est proposé. Alors, en 30 secondes, dans votre rapport, la prévention à renforcer l'investissement dans l'adaptation des bâtiments contre les événements climatiques est également mise en avant. Comment ça marche et comment est-ce efficace? Sur le logement neuf, il est impératif que les nouvelles normes
permettent de résister au retrait-gonflement des argiles qui va être de plus en plus important et de plus en plus fréquent. Sur le logement existant, il y a des mesures de lutte contre les inondations, les bâtards d'eau, contre les cyclones, le renforcement des ouvertures, et sont en train d'être développées des mesures de maîtrise du risque de retrait-gonflement des argiles, justement, en gérant l'humidité du sol et la végétation autour de la maison. Bon, ce sera sur ces mesures de prévention que nous nous arrêterons. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre pour ce débat animé. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.